Le 12 avril 2018, Tony Fusco monte dans sa voiture. Il roule quelques kilomètres pour se rendre dans la ville de Waterbury, dans le Connecticut. Durant son trajet, il s'arrête à un carrefour, lorsqu'une rafale de coups de feu retentit. Tony Fusco est mort, mais il n'était pas la cible de cette attaque. C'est sa passagère qui était visée. L'homme est un dégât collatéral malheureux. Le même jour, à Dover, dans l'état de New York, un coup de feu retentit, et un homme est découvert décédé dans une voiture verte. Voici 3 morts, tous liés entre eux, et une histoire absolument terrifiante derrière cette tuerie monstrueuse. En 1995, Steven Pladl est un jeune New-Yorkais de 20 ans. Plutôt discret, voire même introverti, il est considéré comme étrange par ses camarades du lycée d'abord, puis par ceux de l'université. Il a bien quelques amis et d'ailleurs ce n'est qu'avec eux qu'il décroche quelques mots de temps à autre. S'il ne parle pas, c'est sûrement parce qu'il fait l'objet de brimades constantes depuis qu'il est scolarisé. Les élèves ont tendance à s'acharner sur ceux qui ne leur ressemblent pas et Steven est à part. Déjà, il ne s'intègre pas réellement. Il est inoffensif, mais son attitude est bizarre. Il vient au lycée tous les jours avec la même tenue, un maillot de l'équipe de hockey des San Jose Sharks. Et ce maillot ne le quitte jamais. Il peut aller participer aux heures de sport prévues pour la classe. Il ne change pas d'habit et conserve son maillot coûte que coûte. Pas évident dans de telles conditions de rencontrer des gens, sauf si l'on a une connexion internet et que l'on a accès à un chat en ligne. Aux États-Unis, dans les années 90, il est très commun de simplement se connecter à des sites de discussion pour interagir avec des inconnus. C'est de cette façon que Steven entre en contact avec une fille de 15 ans, Alyssa Garcia, qui vit avec ses parents à l'autre bout du pays, en plein Texas, dans la ville de San Antonio. Les deux discutent très régulièrement, et cette relation virtuelle prend rapidement la direction d'une romance, au point que Steven décide de franchir le cap de la rencontre physique en allant directement au Texas pour voir Alyssa. Bien sûr, les parents de l'adolescente sont contre l'idée que leur fille rencontre un homme de 20 ans, inconnu, avec qui Alyssa a seulement parlé à travers un clavier. Pourtant, ils sont incapables d'empêcher l'événement de se produire et ils vont le regretter. Entre-temps, Steven a réussi à convaincre Alyssa de fuir la maison de ses parents pour se rendre à New York afin d'habiter avec lui ainsi que sa mère. L'adolescente a 17 ans à présent et elle est déjà enceinte de son premier enfant avec son petit ami. Même si la relation semble bien se dérouler, il y a trop de signaux alarmants pour que cela perdure ainsi. Steven, au fond de lui, n'est pas simplement une personne introvertie. S'il ne s'intègre pas avec les autres personnes, c'est parce qu'il a des traits de caractère détestables. Il cherche une personne fébrile pour la manipuler, en l'occurrence Alyssa. En parvenant à la convaincre de quitter San Antonio, le jeune homme a placé la première pierre de son édifice de manipulation. Il parvient à isoler Alyssa de plus en plus. Il crée une dépendance à son égard. Il devient oppressant et souhaite contrôler le moindre moment de la vie de sa petite amie mineure. Une fois ces premières étapes franchies, il devient violent en sachant pertinemment que l'adolescente n'aura plus qu'un seul choix, subir. Les violences sont tout autant physiques que mentales, afin de maintenir Alyssa dans cet état végétatif de dépendance. Les crises de colère du jeune homme sont de plus en plus fréquentes. Il passe ses nerfs sur sa petite amie évidemment, mais aussi sur tout ce qui lui passe sous la main. Il lui arrive de frapper des animaux à mort, et notamment des chats. Finalement, Alyssa met au monde une petite fille, Denise. Elle espère que Steven s'attendrira avec cet enfant, mais pas du tout. Il est presque insensible au nouveau-né, comme s'il s'en fichait. Et il continue de maltraiter Alyssa qui subit et doit en plus gérer un bébé. Denise, comme n'importe quel nourrisson, communique à travers des pleurs, plus ou moins stridents et plus ou moins supportables pour chaque parent. Mais pour Steven, c'est inacceptable. Il crie sur son enfant pour la faire taire et surtout, lorsque cela devient trop pour lui, il l'enferme dans une glacière afin d'étouffer le bruit. C'est évidemment très dangereux puisqu'il n'y a pas que le bruit qui est étouffé dans ce compartiment, l'enfant également. C'est Alyssa qui sauve Denise à chaque fois, et Steven sait pertinemment qu'il a risqué la vie de sa fille lorsqu'il l'a enfermée dans cette boîte. C'est un véritable psychopathe. Il fait du mal à Denise volontairement en la torturant. Il pince la peau de sa fille qui est totalement couverte de bleu. Lorsqu'elle pleure, le père place sa main sur sa bouche et sur son nez, faisant asphyxier le bébé durant quelques instants. Il prend presque du plaisir à accomplir de tels actes monstrueux. Alyssa comprend bien que la situation ne peut plus durer. Si elle n'agit pas, Steven finira par tuer son enfant.
Alors, la jeune maman prend une terrible décision. Tandis que Denise n'est âgée que de 8 mois, elle offre sa fille à l'adoption pour lui faire quitter cet enfer. Pour expliquer ce choix à sa famille, elle ment en disant qu'elle a fait une dépression suite à l'accouchement et qu'elle n'était pas prête pour avoir un enfant. L'essentiel est que Denise soit sauvée. Le bébé est rapidement adopté par la famille Fusco. Anthony, plus communément appelé Tony, et Kelly sont ses nouveaux parents, et ils la traitent comme une petite fille devrait l'être. C'est un nouveau départ pour elle et c'est sa mère Alyssa qui l'a sauvée. Denise est renommée, elle s'appelle désormais Cathy Fusco. Elle est officiellement la fille d'un employé de l'administration carcérale et d'une secrétaire. Ensemble, ils vivent modestement mais heureux au sein de la ville de Dover, une commune située à 150 km environ de New York. C'est magnifique pour Denise. En revanche, en ce qui concerne Alyssa, l'enfer n'est pas près de prendre fin. Pire même, les violences continuent, le harcèlement se maintient, et durant des années, elle résiste sans sombrer, bien que sa vie soit un véritable calvaire à cause d'un seul homme. Pourtant, en 2006, Alyssa fait un choix curieux. Elle a 26 ans et accepte de se marier avec Steven. En réalité, la jeune femme espère au fond d'elle, comme lors de la venue au monde de leur première fille, que son futur mari changera d'attitude, que cela lui ouvrira peut-être les yeux. Eh ben, pas vraiment. À chaque fois qu'Alyssa a pensé qu'une amélioration était possible, c'est précisément l'opposé qui s'est produit et une dégradation des conditions de vie qui s'en est suivie. Elles sont déjà délétères, et pourtant, la vie à la maison va se transformer en horreur absolue. 9 ans après la naissance de Denise, devenue Cathy, le couple met au monde un nouvel enfant. Et c'est à nouveau une petite fille, suivie d'une troisième, 5 ans plus tard. Steven, quant à lui, n'a pas réellement changé. Seulement, il faut souligner qu'il est beaucoup moins cruel avec les nouveau-nés. Il a perdu cette tendance à torturer les bébés, ce qui en soi est une amélioration, mais qui ne devrait pas en être une en réalité. Les années passant, il semble enfin qu'il se soit adouci. Finalement, Alyssa a peut-être eu raison de persévérer. Et toute la famille déménage à Henrico, en Virginie, pour de meilleures conditions de vie. Sauf que là-bas, Steven lutte pour obtenir un travail et surtout le conserver. Il force Alyssa à accumuler de nombreux emplois afin de subvenir aux besoins de la famille et pour éviter qu'il ne perde son confort, surtout. Le comportement chaotique de l'homme ressurgit. Les crises de colère reprennent de plus belle, il brise des meubles entiers dans la maison de la famille, torture et tue des animaux, et finit par développer une véritable passion pour les armes à feu. C'est ce profil qui se trouve seul avec des enfants en bas âge lorsqu'Alyssa accomplit de nombreuses heures de travail pour nourrir la famille. Et la mère a largement de quoi nourrir ses inquiétudes. Un jour, elle est rentrée du travail. Elle est entrée dans la salle de bain et y a trouvé sa petite fille de 3 ans, debout dans la baignoire, tremblante et recouverte d'urine. Cela fait des heures qu'elle grelotte ainsi au milieu d'une salle de bain glaciale. Elle a été punie en réalité par son père, Steven, qui n'avait pas accepté qu'une enfant de 3 ans ne parvienne pas à faire ses besoins seule. La maltraitance des enfants, ça, Alyssa ne peut pas l'accepter. Elle décide de quitter Steven, mais il n'est pas simple de partir lorsqu'un psychopathe estime que vous lui appartenez. À chaque tentative de rupture, Steven annonce à Alyssa que si elle le quitte, il lui fera exploser le caisson avec l'un de ses pistolets, tout en s'assurant que la scène soit filmée pour qu'il puisse la montrer à ses enfants. En temps normal, tout le monde verrait cette menace comme un bluff si grossier que personne n'imaginerait qu'il soit mis en œuvre. Et pourtant, lorsque cela sort de la bouche de Steven Pladl, cela devient crédible, et Alyssa craint pour sa vie. La jeune femme est coincée avec un fou qui pourrait prendre sa vie et celle de ses enfants, alors elle attend patiemment un changement radical ou bien la possibilité de s'enfuir. C'est au cours du mois d'août 2015 que les choses vont bouger. Alyssa désespère et se trouve coincée avec un monstre en la personne de Steven Pladl, son époux. Mais au mois d'août 2015, la jeune femme reçoit une demande de contact sur les réseaux sociaux d'une personne chère à son cœur et qu'elle n'a pas revue depuis de très longues années, Cathy Fusco, sa fille biologique, autrefois nommée Denise. Voici un rayon de soleil dans la triste vie d'Alyssa qui reprend contact avec Cathy et comprend qu'elle a fait le bon choix en la laissant à l'adoption. Elle est entrée dans une magnifique famille et aujourd'hui, elle est âgée de 17 ans. Elle est une pom-pom girl au lycée de la ville de Dover et a une adolescence absolument heureuse. Ironie de la situation, Cathy est végétarienne et la motivation derrière ce choix, c'est la protection des animaux. Elle fait même partie d'une association qui œuvre pour le bien-être des chats errants. Cathy a également un très bon parcours scolaire, suffisamment bon en tout cas pour prétendre à entrer à l'université et finalement, la vie semble parfaite. Tous les ingrédients sont réunis pour cela. Mais il y a une petite chose qui empêche Cathy d'être totalement comblée.
Elle ne connaît pas ses parents biologiques, créant une frustration chez l'adolescente qui aimerait connaître ses origines et ses liens de sang. C'est ainsi qu'au mois d'août 2015, Cathy décide de lancer une recherche sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Elle découvre que ses parents sont toujours ensemble, et qu'en plus, ils ont 2 filles, de 11 et 7 ans, ce qui signifie qu'elle a 2 sœurs. Au départ, Cathy est intimidée. Les parents biologiques vont-ils accepter de lui parler? Ne vont-ils pas la rejeter? Après tout, cette famille semble heureuse sans elle et visiblement les parents n'ont pas voulu d'elle lors de sa naissance. Elle se pose beaucoup de questions et nourrit de nombreuses contraintes, mais finalement, la réponse est enthousiaste et l'idée d'une rencontre est posée sur la table. Cathy pourrait donc venir à Enrico en Virginie pour faire la connaissance de toute cette famille à qui elle est liée par le sang. Et nous aussi, nous pourrions être liés par le sang si vous vous abonniez à cette chaîne. Désolé pour cette pub intempestive, mais franchement, c'était le seul moment de l'histoire pour que je puisse la caler décemment, tellement on entre dans une horreur totale désormais. Donc en juin 2016, c'est le grand moment. Cathy vient d'être diplômée, elle est soulagée de la charge de travail liée au lycée, et peut donc enfin entrer en contact direct avec sa famille biologique. La famille passe un moment extraordinaire, c'est un pur instant de bonheur immortalisé avec quelques clichés. Malheureusement, tout a une fin, et Cathy doit retourner du côté du Texas. De retour, la jeune diplômée du lycée fait une annonce à ses parents adoptifs qui a l'effet d'un séisme. Elle n'ira pas à l'université comme elle l'avait planifié à l'origine. Son avenir se trouve du côté d'Enrico, où elle va déménager. La famille Fusco est sous le choc d'apprendre une telle chose. De la tristesse envahit le cœur des parents adoptifs, mais manifestement, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour empêcher Cathy, qui a déjà pris sa décision. De l'autre côté des États-Unis, en Virginie, Alyssa remarque un changement drastique chez Steven. Il fait de plus en plus attention à son apparence. Il faut l'avouer, c'est une surprise pour un homme qui avait plutôt l'habitude de se laisser aller, ou du moins ne pas s'attarder sur la question de l'esthétique. Il est âgé de 41 ans et traverse peut-être une crise existentielle, à moins que ce ne soit un délire de psychopathe, encore une fois. En réalité, ce qui fait tiquer Alyssa, c'est plus le style qu'il adopte. Des vêtements ainsi qu'une coupe de cheveux qui rappellent les jeunes garçons du lycée, voire de la faculté. L'épouse pense alors qu'il veut passer pour un père cool auprès de sa fille nouvellement retrouvée, mais son attitude est bien plus sombre. Dans le même temps, alors que Steven avait menacé de mort Alyssa dans le cas où elle envisagerait de le quitter, l'homme insiste pour qu'une séparation ait lieu. D'abord, ils font chambre à part et le lit conjugal n'existe plus. Ensuite, Steven force pour qu'un divorce rapide survienne. Alyssa, qui n'a plus de sentiments profonds à l'égard de son époux depuis plusieurs années, ne fait pas plus attention que cela à ses caprices. Elle est trop accaparée par l'arrivée de sa première fille. Alyssa veut simplement rattraper le temps perdu. Chaque année, en secret, elle célébrait l'anniversaire de sa fille aînée en pensant à elle et en espérant qu'elle se portait pour le mieux. Cette maman, qui est une véritable héroïne, va pourtant déchanter avec les événements qui s'apprêtent à se dérouler. Cathy a décidé de revenir vivre avec sa famille biologique du côté de Enrico, malgré la tristesse que cela occasionne chez ses parents adoptifs du Texas. Mais Alyssa se rend compte que la situation n'est pas telle qu'elle l'espérait, et c'est en partie de la faute de Steven. Elle soupçonne son mari de monter Cathy contre elle, tandis qu'elle passe de nombreuses heures au travail pour les besoins de la famille. Cathy est un peu distante avec Alyssa, mais surtout, moins de 2 mois après son emménagement, la mère assiste à une scène qui lui déplaît fortement. Steven s'est installé dans la chambre de Cathy pour dormir sur le sol, alors qu'il possède sa propre chambre. Connaissant l'instabilité de son époux, Alyssa décide de lui en parler. Et elle n'a pas le temps de terminer sa première phrase, qu'un flot d'insultes suivi d'une colère sans commune mesure éclate au milieu de la maison, avant que l'homme ne quitte les lieux. Alyssa décide donc de prévenir sa fille biologique. Elle lui raconte toute la vérité, et notamment pourquoi elle a été séparée de la famille au moment de sa naissance. Elle n'épargne aucun détail. Les marques sur le corps, les asphyxies et bien sûr les enfermements dans la glacière. Mais contre toute attente, Cathy ne semble pas prendre au sérieux ce que lui dit sa mère. Ou du moins, elle reste neutre vis-à-vis de ses explications. Peu importe, Alyssa prépare ses affaires pour quitter la maison en prenant soin d'emmener les enfants pour leur propre protection. Et elle ne doute pas que Cathy la suivra. Sauf que ce ne sont pas du tout les plans de sa fille qui choisit de rester aux côtés de son père. Une décision que ne comprend pas Alyssa après toutes les révélations qu'elle lui a faites. Alyssa laisse donc sa fille auprès de son père.
Elle a obtenu la garde des 2 autres enfants, alors elle part avec eux. En mai 2017, les 2 filles de Steven rentrent à la maison pour un week-end dans le cadre de la garde partagée prononcée après le divorce du couple. Les 2 jours s'écoulent, ils semblent s'être bien passés, et à leur retour, les 2 sœurs défont leurs affaires avec Alyssa, qui tombe alors sur le journal intime de l'une des filles. À l'intérieur, il est écrit une chose choquante. La petite fille dit qu'elle adore sa sœur, mais qu'elle ne comprend pas comment elle peut être tombée enceinte, et surtout, pourquoi son père Steven nomme le bébé comme si c'était le sien. L'enfant, dans le journal intime, se questionne donc sur la paternité de ce bébé et pense que son père est aussi le futur papa. D'ailleurs, il lui aurait dit mot pour mot que Cathy était désormais sa belle-mère. Il aurait dit à la petite fille qu'elle ne devait plus considérer Cathy comme sa sœur, et que d'ailleurs, elle ne devait plus l'appeler ainsi. Ce qui chamboule totalement la fillette, pour qui Cathy est sa sœur et le restera même si elle tombe enceinte de son père. Cette relation incestueuse évidente a tellement troublé la fillette qu'après son texte, elle a réalisé un dessin en illustrant son père comme Satan, comprenant déjà malgré son jeune âge la gravité des faits. Et s'il y en a une autre qui comprend bien ce qui est en train de se jouer, c'est Alyssa, qui est totalement choquée de lire ceci. Elle comprend désormais mieux les soins apportés à l'apparence de Steven, sa volonté d'accélérer un divorce qui l'empêche depuis 20 ans, et les nuits passées sur le sol de la chambre de sa fille. Elle réalise aussi que son ex-époux a donc réellement travaillé dans l'ombre pour corrompre le cerveau de sa fille et la monter contre elle. C'est pour cette raison qu'elle a refusé de la suivre lorsqu'elle a quitté le logement, malgré les révélations horribles qu'elle lui avait faites auparavant. C'est absolument affreux. Alyssa, qui n'en revient toujours pas, décide de confronter Steven en lui téléphonant. Elle ne passe pas par 4 chemins et demande à son ex-mari si Cathy est enceinte de son bébé. Dans le plus grand des calmes, Steven délivre une réponse qui fait froid dans le dos. Il dit à Alyssa « Je pensais que tu savais, nous sommes amoureux ». La mère est devenue folle en obtenant la confirmation de cette affreuse nouvelle. Elle a insulté Steven en comprenant qu'il exposait également ses 2 autres filles à une situation absolument immonde et après avoir raccroché, elle a appelé la police pour signaler l'inceste. Une enquête est ouverte, l'inceste étant illégal, mais aucune arrestation n'est effectuée pour le moment. Il faut bien déterminer la parenté de Steven avec des tests ADN et autres processus avant de passer à une inculpation. Et qui dit procédure, dit temps qui s'écoule. Et c'est précisément ce que recherche le couple incestueux. Le 20 juillet 2017, l'enquête est toujours ouverte. Pourtant, il y a eu du changement, puisque Steven Pledel s'est marié à sa fille biologique Cathy Fusco. Ils ont respectivement 43 ans et 20 ans. Bien sûr, le mariage n'aurait pas pu être célébré, mais le père a menti sur les liens de parenté le liant à sa fille, et c'est ainsi que la cérémonie a pu avoir lieu. En l'état, c'est déjà choquant. Que l'état civil américain croie Steven, pourquoi pas, mais c'est la célébration en elle-même qui est dérangeante. Sur l'une des photos du mariage, on peut voir que la mère de Steven, Grace, est présente tout comme les parents adoptifs de Cathy. Il est impossible de croire que parmi ces personnes, aucune d'entre elles ne savait pour le lien de parenté entre les 2 époux. Et ce cliché, montrant Cathy enceinte de plusieurs mois, souriante aux côtés de son père et époux, ainsi que ses parents adoptifs, donne absolument froid dans le dos. Il est difficile de comprendre comment les événements ont pu déraper ainsi, surtout lorsque l'on voit le profil de Cathy, dont l'avenir était tout tracé. Les événements d'ailleurs sont loin d'en être à leur dénouement. Étant en territoire hostile en Virginie, le nouveau couple décide de prendre un nouveau départ en prenant la direction de la Caroline du Nord à Knightdale. Une fois installée, c'est une vie de couple des plus classiques que mènent Steven et Cathy. Celle-ci met au monde le petit garçon qu'elle attendait le 1er septembre 2017. Il est nommé Bennett, et voici la famille qui s'agrandit. Sauf qu'ils ne vont pas s'en tirer ainsi. L'enquête menée contre cet inceste immonde est toujours en cours, et elle aboutit. Elle est sur le point de se concrétiser, il ne reste plus qu'à placer en état d'arrestation Steven Pledel et sa femme et sa fille, Cathy. En janvier 2018, les 2 sont conduits devant la cour du comté d'Henrico pour répondre des faits d'inceste, mais aussi de détournement de mineurs dans le cas de Steven. Steven est placé en détention, mais remis en liberté au bout d'1 mois après qu'il se soit acquitté d'une caution de 28 000 $. Il est également interdit de contact avec Cathy, qui, elle, doit retourner vivre chez ses parents adoptifs. Le petit garçon, Bennett, a été placé sous la garde de la mère de Steven, Grace. Sans surprise, cette histoire fait la une de tous les médias américains tellement elle est absurde. Steven a toujours clamé haut et fort qu'il n'avait jamais exercé de pression sur Cathy pour qu'ils entrent dans une relation amoureuse. Pourtant, Cathy, qui n'est plus proche de lui suite à l'injonction d'éloignement qui a été prononcée par le tribunal,
commence à reprendre ses esprits. C'est à tête reposée qu'elle revoit les moments qui l'ont conduit devant un tribunal, puis à la prison. Elle saisit que les choix qu'elle a faits étaient en réalité désastreux. Et au cours du mois d'avril 2018, elle prend la décision de téléphoner à Steven. Non pas pour renouer les liens, mais plutôt pour les rompre, afin de réparer ce qui peut l'être encore. Elle sollicite le divorce auprès de son époux incestueux pour pouvoir élever leur enfant seul et dans un environnement plus sain. Bien entendu, ce n'est pas ce que Steven souhaite. Il n'adhère pas à ce que propose Cathy, qui raccroche, désabusée. Elle retente sa chance afin de faire revenir à la raison son père, qui tient sa position. Il essaye même de la convaincre de se remettre ensemble, mais lui non plus n'y parvient pas. Et lorsque Steven Pladel n'obtient pas ce qu'il veut, il peut basculer dans des colères terribles. Le 12 avril 2018, Tony Fusco doit déposer sa fille adoptive, Cathy, chez sa grand-mère pour qu'elle y fasse le ménage. La maison se trouve à Waterbury. Ils quittent donc leur maison de Dover, dans le véhicule noir de Tony, et partent en direction de leur destination. Sauf qu'ils ignorent qu'ils sont suivis. Depuis un monospace vert Honda, un homme les observe. Il s'agit de Steven Pladel qui est en train de réaliser son horrible plan. Après quelques minutes de route, la voiture de Tony s'arrête à une intersection. Il y a quelques voitures, mais surtout le monospace de Steven, qui se hisse à hauteur du père adoptif et de sa fille. C'est alors qu'il dégaine un fusil d'assaut, puis vide le chargeur sur la voiture noire. Tony et Cathy viennent d'être brutalement exécutés par vengeance. Steven s'enfuit aussitôt. La police est appelée et se rend sur les lieux rapidement pour assurer la sécurité des environs suite à cette fusillade. C'est alors qu'il découvre les corps de Tony et Cathy. Le véhicule du tireur est rapidement localisé. Il se trouve à Dover. Il y a un homme au volant, mais celui-ci n'est plus en vie. Il vient de se tirer une balle dans la tête. Il s'agit de Steven Pladel. Cependant, ce n'est pas fini. La police est appelée à un troisième endroit, à Nidell en Caroline du Nord. Le corps d'un bébé mort est signalé. C'est Grace, la mère de Steven, qui vient d'apprendre aux policiers que ce dernier vient d'étrangler son enfant avant de partir en chasse pour exécuter Tony et Cathy. Steven n'avait aucune interdiction l'empêchant de voir son enfant. Sa mère a donc accepté qu'il le prenne quelques heures. L'homme lui aurait dit que c'était pour discuter avec Cathy durant un appel sur Skype. Mais les projets du père étaient bien plus sombres. Il a récupéré son enfant de 7 mois, puis l'a étouffé à l'aide d'un coussin. Il a caché le corps du nouveau-né dans un placard avant de parcourir les 800 km qui le séparaient de Cathy pour l'abattre. Durant le trajet, Steven appelle sa mère une première fois pour lui dire qu'il est parti voir Cathy finalement. Après le meurtre, il rappelle sa mère pour lui avouer qu'il a tué son enfant, sa fille et son père adoptif. Manifestement, Steven Pladel était une personne instable, incapable de contrôler ses émotions et une véritable machine à causer du tort à autrui. Malheureusement, les refus de Cathy de poursuivre une relation interdite ont conduit à la mort de 3 personnes, dont un bébé de 7 mois seulement. Voici pour cette histoire absolument affreuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, inscrivez famille en commentaire. Si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, surtout ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.